Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Rassemblement des principaux groupes armés du nord du Mali. Objectif des pourparlers, définir un statut juridique et politique spécifique au territoire de l'Azawad avant la tenue du sommet d'Alger prévu le 1er septembre prochain. L'atmosphère sociale, politique et sécuritaire se dégrade chaque jour un peu plus en Libye. Les autorités ne parviennent plus à contrôler les dizaines de milices formées par d'anciens rebelles qui font la loi dans le pays. Et puis, portrait de Raymond Cameleux. Le mâcheur camerounais vient de parcourir en 7 jours 309 km. Une prouesse pour cet ancien militaire, aujourd'hui âgé de 60 ans. Mais avant de développer ces titres, en Centrafrique, de violents affrontements opposent depuis ce lundi 25 août dans l'après-midi deux factions de la Séléka dans la ville de Bambari. Une altercation entre des membres des deux groupes pour le contrôle de barrières au sortir de la ville serait à l'origine de ces combats meurtriers. Au moins 17 personnes, tous des ex-combattants Séléka, auraient perdu la vie. Les mouvements politico-militaires du nord du Mali discutent depuis lundi 25 août à Ouagadougou. Objectif, harmoniser les points de vue avant le deuxième round des discussions qui se tiendra le 1er septembre prochain à Alger. Charles de Jovenel. Une trentaine de représentants des principaux groupes armés du nord du Mali sont réunis depuis quelques jours à Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour tenter de s'entendre sur un statut juridique et politique du territoire de l'Azawad. L'objectif pour ces groupes est de mettre au point une ligne commune avant de rejoindre le 1er septembre la table des négociations avec le gouvernement malien à Alger. Premièrement, le groupe armé avait demandé un report pour mieux se préparer. Et deuxièmement, un peu ceux qu'on peut considérer comme leurs parrains n'ont aucun intérêt à ce que ça perdure, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc, sur le terrain, les populations sont assez excédées, fatiguées et veulent qu'on aille rapidement à la paix. Et de l'autre côté, ça coûte énormément à ceux qui entretiennent ces gens-là. Donc, tout le monde veut aller à un consensus maintenant. Parmi ces groupes se trouvent des représentants du mouvement arabe de l'Azawad, des forces patriotiques et de la coalition du peuple pour l'Azawad. Si harmoniser les rapports entre ces groupes n'a pas toujours été chose aisée, ces négociations semblent cette fois-ci avoir des chances d'aboutir. Il est évident qu'ils vont s'entendre sur un minimum. Maintenant, ayant des adversaires communs au sein de la communauté en dehors de l'État, ils sont condamnés à s'entendre et je pense qu'ils sont sur cette voie. Donc, il est presque sûr qu'ils vont avoir au moins une plateforme commune, ne serait-ce que pour leur propre survie. Cette réunion devrait, si elle tient toutes ses promesses, aboutir à une harmonisation des revendications des groupes armés, mais aussi à la mise en place d'une commission commune de négociation. Une étape indispensable avant d'envisager des tractations sereines avec le gouvernement malien pour un accord de paix durable au Mali. Près de 3 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, l'espoir d'une transition démocratique en Libye s'est évanoui. Le pays est au bord de l'implosion. Après Benghazi, deuxième ville du pays, berceau de la révolution, c'est au tour de la capitale Tripoli de sombrer dans la guerre des clans. Les milices islamistes multiplient les attaques contre le pouvoir central dont elles contestent la légitimité. Ibrahim Djindjaï. La Libye a besoin d'aide étrangère pour vaincre les milices islamistes. C'est l'analyse de Khalid Salim, un chercheur égyptien. Selon lui, la violence en Libye trouve son origine dans la multiplication des milices rivales. La milice en Libye est soutenue et financée par des forces politiques locales et étrangères. Elles refusent de désarmer et veulent tous une part du pouvoir et de la richesse dans le pays. Cela a entraîné le pays dans la tourmente. Ces combats sont le résultat de la crise politique entre les islamistes et le Parlement sortant qu'ils contrôlaient. Aux affrontements fratricides s'ajoutent ceux entre milices pour le contrôle de l'aéroport international de Tripoli. Lundi 25 août, à l'occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, Mohamed Abdelaziz, le ministre des Affaires étrangères libyen, a lancé un appel pour la protection internationale des principales institutions de l'État, notamment les champs pétroliers et les aéroports. Il est pratiquement impossible pour Abdelrazak Naduri de remporter le combat contre le terrorisme parce que la taille des milices armées, leurs ressources financières et la force militaire ne sont pas égales. Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien, sinon de collaborer avec certains
chef de milice en mettant la pression sur Al-Qaïda et sur d'autres extrémistes, mais c'est extrêmement difficile. Sur le plan politique, le Congrès général national, dont le mandat a pris fin, a nommé au poste de Premier ministre Omar Al-Assi une figure soutenue par les islamistes. Ce dernier devrait former un gouvernement de salut national. Les vendeurs de khat en Somalie se réjouissent du profit obtenu depuis l'interdiction du stimulant au Royaume-Uni. Les prix ont chuté d'environ 4 à 25 $. Le khat, une plante appréciée dans la région, est cultivé et vendu légalement dans une grande partie de l'Afrique de l'Est où la mastication de la plante est une coutume qui remonte à des milliers d'années. Florence Sampouré. Ici, dans la capitale somalienne Mogadiscio, mâcher du khat est une tradition ancestrale. Tous les jours, des dizaines de camions arrivent dans les marchés locaux de la ville et déchargent des sacs de feuilles de khat qui galvanisent les foules. Depuis peu, le prix du khat a baissé. Le kilo est passé de 30 $ à 18 $. Une nouvelle qui réjouit les Somaliens. Le khat est maintenant abordable et c'est mieux pour nous. Avant, je gagnais une dizaine de dollars et parfois moins. Il m'est arrivé plusieurs fois de ne rien vendre. Maintenant, je réussis à les écouler avant la nuit. Actuellement, mon bénéfice quotidien est de 20 $, voire plus. Auparavant classée drogue illicite, les autorités craignaient la naissance d'un marché clandestin et lucratif grâce au khat. Mais la baisse du prix de la plante est accueillie positivement par les consommateurs somaliens. Je suis un apprenti maçon. Je gagne environ 10 $ par jour. Je mâchais le khat une fois par semaine car il coûtait environ 6 $. Mais aujourd'hui, il coûte seulement 1 $. Maintenant, j'en mâche quotidiennement. Je peux même en acheter pour mes amis. Mais alors que les défenseurs du khat en font la promotion, les détracteurs de la plante en dénoncent les dérives, responsables, selon eux, de la situation économique et politique du pays depuis 20 ans. La baisse du prix du khat va augmenter le coût de la vie. En plus maintenant, de plus en plus de mères et de filles mâchent du khat. Avant, il était rare de voir les femmes acheter du khat au marché ou mâcher du khat avec des hommes. Le gouvernement somalien a annoncé la publication de nouvelles données de santé après la baisse du prix du khat. Le taux de consommation devrait atteindre un pic dans les prochains mois. Au Cameroun, Raymond Kamle vient de rééditer son exploit de 2013. Le marcheur camerounais vient de parcourir en 7 jours les 309 km qui séparent Bafoussam, dans la région de l'ouest de Yaoundé, la capitale politique camerounaise. Objectif poursuivi par cet ancien officier à la retraite, inciter les Africains du 3e âge à pratiquer une activité sportive. Un reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Une marche solitaire de 309 km pour inciter les Africains du 3e âge à pratiquer le sport. C'est l'exploit que vient de réaliser le Camerounais Raymond Kamle à l'âge de 60 ans. Parti de Bafoussam dans la région de l'ouest du Cameroun pour Yaoundé dans la région du centre, ce lieutenant à la retraite de l'armée de terre a couvert les 309 km en 7 jours, soit une moyenne de 45 km environ par jour. Pour ce chef de famille marié et père de 11 enfants, pratiquer une activité sportive dans la vieillesse entretient l'organisme. Des personnes de mon âge, du 3e âge, le message que je peux leur donner, c'est de faire le sport quotidiennement, pratiquer le sport quotidiennement. Je ne leur demande pas d'aller à Bafoussam et faire comme moi. Non, c'est un exemple que je donne. Ils peuvent faire quotidiennement 3 à 5 km. Ils trouveront toujours la santé. L'exploit de cet ancien gardien de but et adepte du 5000 mètres est diversement apprécié par ses concitoyens. Oui, c'est vraiment louable, c'est vraiment encourageant, c'est vraiment honorable parce que beaucoup de vieilles personnes, les personnes du 3e âge ont tendance à m'abandonner. Un vieux père comme ça, il continue, il sort à Bafoussam, il marche jusqu'à arriver ici à Yaoundé là, vraiment, moi-même ça me dépasse. Je pense que c'est assez extraordinaire pour un monsieur de cet âge-là. Il peut le faire d'une autre manière. Peut-être il peut ouvrir une salle de sport et puis inviter les personnes du 3e âge à venir. C'est la 2e fois en 2 ans que Raymond réussit ce challenge sur le même itinéraire. L'année prochaine, il sera à nouveau au rendez-vous pour un parcours encore à déterminer. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.